Bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de VHC. Ce soir, nous commençons, il semblerait, une série de cours, peut-être 2, 3, je ne sais pas, ça dépendra de vous et de moi, sur la théorie de l'évolution. Alors, la quasi-majorité des gens, pratiquement la totalité des gens, n'ont strictement aucune idée. Qu'est-ce que c'est que la théorie de l'évolution? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? Quels sont ses axiomes? Quelles sont ses règles? Et pourtant, si on pose la question à 99% des gens dans le monde, comment le monde a commencé, comment le monde a débuté, alors c'est bien entendu le Big Bang, la théorie du Big Bang, et puis après la théorie de l'évolution de Darwin, et puis on était des singes et on est devenus des hommes, en 2 mots comme en 1000. Et donc voilà, c'est ça la théorie, et c'est comme ça que le monde que l'on connaît aujourd'hui s'est développé. Et ça, c'est ce que tout le monde sait, et c'est devenu un peu une doctrine. On va expliquer dans quelques instants qu'est-ce qu'on veut dire par là. Quoi que l'en soit, on va parler aujourd'hui un peu d'histoire. Après, on va beaucoup parler de science, pour comprendre de quoi on parle, quelles sont les preuves, etc. Et à la fin seulement, on parlera de qu'est-ce que la Torah elle dit par rapport à cela, parce que pour comprendre ce que la Torah elle dit, il faut d'abord comprendre ce que les scientifiques disent pour savoir est-ce que la Torah est d'accord ou pas d'accord, est-ce qu'elle doit être d'accord, est-ce qu'elle ne doit pas être d'accord, est-ce qu'il y a lieu, bichlal, de faire attention à cette théorie, ou alors ce n'est qu'une théorie parmi des dizaines de milliers d'autres théories qu'on n'a pas la possibilité de faire, de donner attention à chaque théorie qui apparaît comme on dit, comme des champignons après la pluie. Alors, premièrement, la situation historique dans laquelle on se trouve à l'époque de Darwin, c'est l'époque de la Renaissance, c'est l'époque de la Haskalah, de l'émancipation, c'est l'époque de la révolution industrielle, c'est-à-dire que l'homme est à son summum, l'homme comprend tout, l'homme peut tout faire, l'homme peut tout inventer, l'homme peut faire énormément de choses que jusqu'à présent il ne pouvait pas faire, des choses qui étaient complètement insensées, et donc la religion à cette époque-là est en décadence. Je vous rappelle qu'on a aussi énormément de zramim, de courants anti-religieux en Europe à cette époque-là. Et je vous rappelle que, par exemple, le courant protestant, d'accord, qui vient du mot protester, puisque c'était le courant qui s'est levé contre le catholicisme qui disait qu'en fait, le pape et tous ceux qui étaient sous lui, les archevêques, etc., tous ceux qui étaient sous la tutelle du pape, donc en fait c'était les intermédiaires entre Dieu et les simples mortels. Et donc comme le pape il tenait une cour, d'accord, comme le roi, vraiment qui était très 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 riche et qui tenait une cour énorme, il avait besoin énormément de budget. Donc ils avaient fait ce qui s'appelle des indulgences. C'est quoi les indulgences? L'Église avait inventé une nouvelle chose qui s'appelait les indulgences, c'est-à-dire que quelqu'un peut acheter une indulgence, c'est-à-dire que s'il a fait des fautes, alors il paye une certaine somme et l'Église le pardonne, et donc il arrive au monde futur propre et limpide, il n'y a pas de problème, il peut aller directement au Gan Eden, au paradis. Et non seulement il peut acheter une indulgence pour lui-même, il peut acheter même pour des gens qui sont décédés, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. S'ils veulent les sauver des feux de l'enfer, alors ils peuvent acheter ces indulgences-là. Et donc, bien entendu, le mouvement protestant s'est levé pour dire que on proteste et on n'accepte pas cette mascarade. Et l'homme n'a pas besoin d'intermédiaire pour se connecter à Dieu. Et donc, le prêtre n'est seulement là que pour aider et pour guider, mais certainement pas pour être un intermédiaire. Et donc nous avons énormément de courants anti-religieux à cette période-là, qui sont une base propice pour n'importe quelle théorie qui arrivera et qui dira que il n'y a pas besoin de Dieu pour expliquer le début du monde. C'est-à-dire que jusqu'à présent,
la majorité du monde est religieux, et donc si la majorité du monde est religieux, on accepte l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on accepte la théorie, entre guillemets, de la création, et donc comme le 19e siècle était le centenaire sans Dieu, d'accord, c'est-à-dire on n'a plus besoin de Dieu, puisque nous-mêmes, nous pouvons tout faire et tout comprendre, donc, bien entendu, dès que cette théorie est apparue, elle a été acceptée à bras ouverts, et non seulement elle a été acceptée à bras ouverts, mais elle est devenue une sorte de religion, un substitut à la religion elle-même, comme énormément de scientifiques l'écrivent. Je vais pas vous saouler avec des noms de livres et des pages, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez vérifier sur partout où vous voulez. Il y a énormément de livres qui ont été écrits pour expliquer que, en fait, comme on ne voulait plus de religion, alors on s'est trouvé une nouvelle religion qu'on accepte comme, entre guillemets, la religion, sans preuve, sans explication, et comme cette nouvelle religion, en fait, nous dit que il n'y a pas de religion et que tu fais ce que tu veux, puisqu'il n'y a plus aucun Dieu, plus aucun but, plus aucune mission dans ce monde-là, et que le monde a été créé par hasard, et donc il n'y a rien qui est au-delà de toi qui peut te dire quoi faire, donc automatiquement ça a été accepté à bras ouverts directement, sans trop réfléchir. Nous allons bientôt expliquer aussi et montrer et lire ce qu'a écrit l'élève de Darwin, Aldous Huxley, d'accord, qui a écrit un livre qui s'appelle Viduyo Shel Kofer, c'est-à-dire la confession d'un renégat, qui explique en fait pourquoi ils ont inventé cette théorie et quel était leur but et pourquoi elle a été acceptée aussi facilement, mais tout ça plus tard. Ceux qui veulent aussi peuvent voir que dans le livre de Hitler, Immarchemo Veziro, Mein Kampf, Mon combat, d'accord, page 414, Hitler écrit là-bas que par rapport à la théorie de l'évolution, alors nous avons l'obligation d'exterminer des peuples, bien entendu le peuple juif entre autres, mais en toutes sortes de peuples qui ne se sont pas développés comme il faut. C'est-à-dire que, de la même manière que, comme on va l'expliquer plus tard, la théorie de l'évolution est basée sur la mère nature. Bien entendu, c'est un mot magique qui ne veut strictement rien dire et qui veut tout dire, qui dit qu'en fait, la nature elle-même, elle a une intelligence interne qui sait sélectionner les bonnes choses et annuler et ne pas garder les choses qui sont qui ne servent à rien. Et donc, nous devons aider, comme ça écrit Hitler, la mère nature à avancer, et nous devons exterminer tous les êtres qui n'ont pas avancé comme l'évolution le voudrait, comme c'est-à-dire qu'en fait il dit que une des phrases là-bas, il écrit que l'insolence du peuple juif, rien que l'insolence du peuple juif peut vouloir demander d'aller contre les règles de la nature et de continuer à exister. C'est-à-dire que le peuple juif ne s'est pas développé comme la race aryenne et toutes les autres races supérieures qui se sont développées comme il faut. Et donc, seule l'insolence du peuple juif peut vouloir demander et exiger d'aller contre les règles de la nature. Et donc, nous avons le devoir d'aider le monde à continuer à avancer et donc d'exterminer toutes les races qui ne se sont pas développées comme il le fallait. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la théorie de l'évolution? Deux règles principales et après beaucoup de preuves, entre guillemets, à cette théorie. Mais les deux règles principales. La première règle de la théorie de l'évolution, c'est ce qui s'appelle la sélection naturelle ou Issardut Achazak, c'est-à-dire que c'est le plus fort qui continue. C'est-à-dire, comme on l'a expliqué juste avant, que toutes sortes de choses se développent. Énormément de choses se développent dans tous les sens, comme on va l'expliquer dans une seconde, comment ça se développe. Et ce qui se développe d'une manière qui est positive et qui peut être quelque chose de bien, alors la mère nature le garde. Ce qui se développe d'une mauvaise manière et qui est négatif et qui n'est pas bon pour la mère nature, alors il est éliminé de lui-même
et il s'efface avec le temps. Comment ça marche? Avec des variations hasardeuses. C'est-à-dire, je vais donner un exemple de ce qui se passe aujourd'hui dans notre corps pour que vous allez comprendre c'est quoi la base de cette théorie. Dans notre corps, il est fait de cellules. Dans ces cellules, il y a des chromosomes. Les chromosomes sont faits d'ADN. Et l'ADN est fait de ribosomes, ATGC, d'accord, qui sont en fait chaque gène, c'est une continuation de ATGC dans toutes sortes d'ordres. C'est un ordre qui change à chaque fois. Et chaque groupe de ATGC, ça devient un gène. Chaque gène est a pour but d'avoir une des true notes, une des true notes de notre corps, une des spécificités de notre corps. C'est-à-dire, par exemple, il y a un gène par rapport à la couleur des yeux, un gène par rapport à la taille, un gène par rapport... Chaque gène, il a son rôle. D'accord? Maintenant, nos chromosomes, l'ADN, les cellules, en fait, elles se multiplient. Les chromosomes se divisent en deux et après sont multipliés. Et après, on fait d'une cellule, deux cellules, de deux cellules, quatre cellules, etc. L'ARN qui passe, en fait, c'est un fil. C'est comme un genre de fil extraordinaire, bien entendu, et tout à fait magique, qui photocopie l'ADN. Et donc, cet ADN-là, elle devient, en lieu d'un chromosome, ça devient deux chromosomes. Et il y a ce qui s'appelle des mutations. Aujourd'hui aussi, dans tous les hôpitaux, vous pouvez aller voir des mutants. C'est quoi des mutants? C'est des gens qui ont eu des mutations dans leurs gènes. C'est-à-dire que la photocopie de l'ADN s'est mal passée, l'ARN a zappé par-ci et par-là, et donc on a des variations hasardeuses. C'est-à-dire que puisqu'on a des mutations, on a des choses qui vont varier. Ce ne sera pas la même chose que le premier, ça sera autre chose. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début de l'histoire, il y a tout le temps, c'est une des preuves d'ailleurs de la théorie de l'évolution, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, qu'aujourd'hui aussi il y a des mutations et aujourd'hui aussi il y a des variations, et donc comme aujourd'hui ça se passe comme ça, donc automatiquement, depuis le début des temps, ça s'est aussi passé comme ça, et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des milliards et des milliards et des milliards de mutations. Certaines mutations étaient bien et ont été gardées par la mère nature. Certaines mutations ne servaient à rien et n'étaient pas bien et ont été effacées avec le temps. Donc ça, c'est les bases de la théorie. On a commencé en fait avec des êtres, entre guillemets, très simples, qui se sont multipliés une infinité de fois, qui ont été mutés une infinité de fois. À chaque fois, il y a eu une mutation qui a été bien, qui a été gardée, et plein de mutations qui ont été mauvaises et qui n'ont pas été gardées, et ainsi de suite pendant des millions d'années. Des mutations sur mutations, jusqu'à que on se développe en poisson, en singe et en homme. Je vous passe les étapes. Ça, c'est les bases de la théorie. Les preuves de la théorie, première preuve irréfutable, entre guillemets, les fossiles. Nous avons des fossiles de plus de millions d'années. Des millions d'années. Vous allez me dire comment tu sais que c'est des millions d'années? Ben, on date au carbone 14. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, mais ce n'est pas très important. On a dans notre corps des particules qui se détériorent, et avec le carbone 14, on peut savoir combien de temps ça fait combien de temps que c'est en train de se détériorer. D'accord? Donc on a des fossiles qui ont des millions d'années, première preuve. Deuxième preuve, les fossiles, nous avons des couches géologiques, c'est-à-dire que si vous voyez une montagne qui a été coupée, par exemple on fait une mine, d'accord, pour tirer là-bas de la terre, ou pour tirer du sable, ou je ne sais pas quoi, d'accord, alors on fait sauter la montagne. Alors vous verrez qu'on a des couches géologiques. C'est-à-dire qu'on voit par rapport aux années, aux milliers d'années, aux millions d'années qui sont passées, encore une couche, et on voit une différence de couleur entre les couches, et on voit des couches géologiques dans la montagne, et en fait ce sont des millions d'années de poussière et de sable qui sont accumulés. Des fois on trouve même des villes entières ensevelies sous ce sable et cette poussière. Et donc, quelque chose de très intéressant, c'est que si l'on regarde les couches géologiques, on verra que les fossiles qui sont plus simples
sont dans les couches qui sont plus basses, et plus on monte dans les couches, et plus on a des fossiles qui sont compliqués. Donc nous voyons qu'il y a une évolution, nous voyons que les fossiles deviennent de plus en plus compliqués, c'est-à-dire qu'il y a eu des mutations qui ont été gardées, et donc nous voyons que ça devient de plus en plus compliqué. D'accord? Nous avons aussi des fossiles et essentiellement des squelettes d'hommes simples. C'est-à-dire on a des singes et on a des hommes simples. C'est-à-dire que, je ne vais pas vous citer les noms de tous les Néandertals et Cro-Magnons, etc. D'ailleurs, je ne me rappelle pas tous les noms, c'est pas très important. Mais il y a énormément de sortes d'hommes. Donc on voit une évolution dans le crâne, dans la taille, dans la courbature du corps, les os, les ossements, etc. Donc on voit des hommes simples et des hommes qui vont en devenant plus ressemblant à ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, ceci est encore une preuve qu'il y a une évolution, qu'il y a eu une évolution et que nous continuons tout le temps cette évolution. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui, comme on l'a dit avant, une autre preuve, c'est des mutations qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et nous voyons que, par exemple, quelqu'un qui est né avec une couleur d'œil tout à fait extraordinaire, qui n'était ni son père, ni sa mère, ni ses grands-parents, dans toutes les générations, il y a eu une mutation. Et cette trouna là, cette spécificité va passer dans les générations d'après. C'est-à-dire que sa couleur de ses yeux va passer chez ses enfants, alors que c'est une mutation. Donc nous voyons que les mutations qui se passent, elles sont capables de créer des spécificités nouvelles qui passent aux générations d'après. Et donc, comme ça se passe aujourd'hui, il n'y a aucune raison de penser que ça ne s'est pas passé aussi comme ça dans toutes les générations. Donc, nous voyons ici la base de la théorie. Et la dernière preuve de cette théorie, c'est ce qui s'appelle les vestiges d'organes. C'est-à-dire que nous avons dans notre corps toutes sortes d'organes qui ne servent à rien. Et donc, puisqu'ils ne servent à rien, ça montre qu'ils n'ont pas été créés. Ça montre qu'ils ont évolué, et avec le temps, ils vont disparaître. Pour l'instant, ils ne servent à rien. Le coccyx, le thymus, l'appendicite, etc. J'imagine que vous pensez tout de suite déjà que tout ça, c'était valable à leur époque, d'accord ? Quand ils ont inventé cette théorie, d'accord ? Mais aujourd'hui déjà on sait que c'est pas vrai, mais quoi qu'il en soit, c'était une des preuves, les vestiges d'organes qui ne servent à rien, et donc c'est bien entendu une preuve, entre guillemets, irréfutable, qu'il n'y a pas ici de pensée, il n'y a pas ici de quelqu'un qui a réfléchi et qui a fait quelque chose avec une intention, puisque ça ne sert strictement à rien. Ça, ce sont les preuves. Maintenant, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on continue à appeler la théorie de l'évolution? La théorie. Alors, il faut savoir que pour que une thèse scientifique soit acceptée comme thèse et pas comme théorie, il faut que ce soit possible de la vérifier en laboratoire. C'est-à-dire qu'on doit être capable de ce qu'on veut prouver, le vérifier, montrer que c'est comme ça tout le temps, et bien entendu, ce qui s'est passé il y a 50 millions d'années, ou 15 milliards d'années, puisque c'est l'âge du monde, 15 milliards d'années, bien entendu, personne ne peut savoir exactement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé il y a 1000 ans, on ne peut pas, bien entendu, pas savoir ce qui s'est passé il y a 15 milliards d'années, et donc on a un problème. Ça, c'est seulement ça restera toujours une théorie puisque c'est impossible de le prouver. Et deuxièmement, Darwin lui-même, dans son livre Origin of Species, l'origine des espèces, d'accord, dans page 154, Darwin écrit que si on peut prouver d'une manière irréfutable qu'un membre c'est fait d'une manière que c'est impossible que ce soit par étapes,
ou par des changements qui viennent petit à petit, alors, je cite, Darwin dit, si on arrive à prouver une chose pareille, ma théorie, tikros legamre. Tikros legamre, ça veut dire qu'elle sera complètement annulée. Je vais vous donner un exemple simple, et après je donnerai des exemples compliqués. L'exemple simple, c'est tout simple. C'est la question de savoir qu'est-ce qui était avant, la poule ou l'œuf. Si on parle d'une théorie d'évolution, on est obligé d'avoir quelque chose qui est obligé d'être par étapes. Alors qu'est-ce qu'il y a eu avant? Qu'est-ce qui a évolué avant? L'œuf ou la poule? Et bien entendu, c'est pas possible que ce soit par étapes. C'est obligé qu'il y ait eu une poule qui a été créée qui fait des œufs. Donc, ça, cette manière de réfléchir, dit Darwin, ça annule toute ma théorie. Puisque toute la théorie est basée sur le fait que le monde entier, tout ce qu'il y a dans ce monde-là, puisque au début il n'y avait strictement rien à part des gaz, d'accord? Donc, le monde entier existe par une évolution par étape. S'il n'y a pas d'étape, ben la théorie d'évolution, elle s'annule. Alors, Darwin écrit que l'œil me fait peur. C'est-à-dire, notre œil, il est 1 million de fois plus sophistiqué que l'appareil photo ou la caméra la plus moderne qui a pu être créée ou qui existe. Notre œil, c'est une caméra qui capte les rayons de la lumière, qui les font passer en triangle ici. D'ailleurs, c'est là, il y a deux sortes d'yeux ici, il y a deux sortes de boules ici qui sont juste au milieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on dit qu'on met les tefilines, les tefilines seront entre tes yeux. Alors on devrait les mettre ici, les tefilines, entre les yeux. Mais non, les tefilines, on les met là, parce que ici, on voit rien du tout. Ici, on capte des faisceaux de lumière qui sont passés dans le cerveau. Et là, c'est la caméra, en fait, qui fait l'image et qui la renvoie dans les yeux. Donc, on voit ici. Les yeux, ils sont là exactement. Et entre les deux yeux, on met les tefilines. Quoi qu'il en soit, c'est une machine tout à fait extraordinaire. Et nous savons tous que si 1 micron-millimètre de l'œil, il se dégrade, la personne ne voit plus. Or, cet organe tout à fait compliqué et extraordinaire, c'est impossible qu'il ait été créé en une seule mutation. Il y a dû avoir des milliards de mutations. Pas des millions, des milliards. Or, la première mutation, et la deuxième mutation, et la 100e mutation, elle n'a servi strictement à rien, puisque l'œil, seulement dans l'état où il est maintenant, il voit. Si on enlève une micron-partie de l'œil, la personne ne voit plus. Donc, toutes les étapes qui étaient avant, l'œil ne voyait pas. Pourquoi la mère nature a-t-elle gardé l'œil? Les parties de l'œil, l'évolution de l'œil, qui ne servait à rien et qui ne pouvait pas voir. Donc, Darwin dit l'œil me fait peur. L'œil, j'ai pas d'explication comment c'est possible qu'il a été créé, qu'il s'est fait par la théorie de l'évolution. D'accord? Un autre exemple que nous avons, bien entendu, c'est l'ADN. Pour fabriquer des protéines, on a besoin d'ADN. Mais pour faire de l'ADN, et pour copier de l'ADN, on a besoin de protéines. C'est-à-dire que c'est encore une fois un cercle vicieux qu'on ne peut pas avoir l'un avant l'autre, puisque l'un et l'autre ont besoin des deux en même temps. Et donc c'est impossible qu'ils ont été créés par étapes, ils ont dû être créés en même temps. Et donc on a énormément aujourd'hui de choses dans notre corps qui nous montrent que c'est impossible que ça ait été fait par étapes. Et donc là, cette partie de la théorie déjà, elle ne tient pas la route. Si vous ouvrez dans n'importe quelle encyclopédie et que vous voyez la statistique, combien en statistique pour faire une protéine
qui servirait à la vie. D'accord? C'est-à-dire que d'abord, on a besoin de protéines, mais disons qu'on a une protéine qui se fait par hasard. Par hasard. C'est-à-dire que on a des gaz premiers, et ces gaz se mélangent, et se mélangent, et se remélangent, et se remélangent, et à la fin, ils vont faire une protéine par hasard. Alors, c'est 10 à la puissance 243. Et si on veut une protéine qui sert à la vie, c'est-à-dire qui donne possibilité aussi de faire quelque chose qui est vivant, pas seulement une protéine morte, d'accord? C'est 10 à la puissance 40 000. Alors, 10 à la puissance 40 000, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, c'est un chiffre qui est, on ne peut pas dire astronomique, c'est beaucoup plus que astronomique, c'est-à-dire que même en 15 milliards d'années, on n'arriverait pas à faire la première protéine qui servirait à la vie. Et là, on ne parle pas d'une protéine, on parle du monde entier, de toute la complexité de ce monde-là, qui se serait fait par hasard seulement en 15 milliards d'années. Tout cela, ça laisse un peu à désirer. Si on continue avec cette théorie, alors on aura toujours de toutes les façons la première question qui restera en suspens. Je ne sais pas si vous êtes au courant, en France, en tout cas je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, à mon époque, quand moi j'ai passé le bac, alors le livre de biologie, moi j'adore la biologie, j'adore tout ce qui a trait à ce monde-là, les niflaot d'Akadosh Baruch Hu. Tous les chapitres du livre extraordinaire, la génétique, la botanique, la zoologie, tout ça c'est tout à fait extraordinaire et tout est parfait. L'immunité, on te montre comment ça marche, on te prouve, tu peux vérifier toi-même en laboratoire, etc., etc. On arrive à la fin du livre, la théorie de l'évolution, c'est en général 3 chapitres, à mon époque c'était comme ça, 3 chapitres, d'accord? Et alors là, on commence avec des dizaines et des dizaines de points d'interrogation. Il est possible qu'il semblerait, il y en a qui le pensent, etc., etc., etc. Quand j'ai posé la question au prof, pourquoi on étudie une théorie où il y a tellement de points d'interrogation alors que tout ce qu'on étudiait en science exacte, alors tout était parfait, tout était vérifiable, etc. Il m'a dit, c'est la seule théorie qui existe. Il n'était pas croyant. C'est la seule théorie, donc c'est la seule théorie. Mais je dis, mais s'il n'y a rien de prouvé, pourquoi on accepte? Il n'y a pas d'autre théorie, donc c'est la théorie. Encore une fois, un religieux fanatique qui accepte sans comprendre. Maintenant, quoi qu'on explique, on aura toujours la question, comment la vie a commencé? Il y avait des gaz, il y avait des minéraux qui ont toujours existé. Ça aussi c'est une question. D'où viennent ces gaz? D'où viennent ces minéraux? Qui les a créés entre guillemets? Ils ont toujours existé. Alors, ok, même si on accepte cette théorie-là que ça a toujours existé, on ne peut pas poser la question avant le temps, parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas d'avant. Mais la question c'est de savoir comment la vie a commencé. Puisque même la théorie de l'évolution dit qu'en fait ça a commencé avec des minéraux, et après seulement, ça a commencé à des formes de vie toutes simples qui ont évolué en ce qui s'appelle l'humanité. D'accord? Comment la vie a-t-elle commencé? Comment quelque chose qui vit de lui-même, qui évolue de lui-même, pas par hasard, mais dans son propre intériorité, comment c'est possible? Jusqu'à aujourd'hui, tous les scientifiques du monde, avec tous les moyens technologiques qu'on a, qu'ils ont à leur, qu'ils ont la possibilité d'utiliser, n'ont jamais réussi à faire une seule cellule vivante, de la créer. Impossible en laboratoire. Alors qu'on a toute la technologie. Je me rappelle quand j'étais en Belgique, il y a environ 15 ans de cela, ils avaient fait un issouille, ils ont essayé de refaire en petit, dans une centrale nucléaire, de refaire le Big Bang. En petit. Ils avaient, je ne me rappelle plus, je crois qu'ils avaient dépensé 400 milliards de dollars. C'était quelque chose de toute l'Europe. 400 milliards de dollars
et ça a foiré. C'est-à-dire que le jour J, ils ont essayé et puis ça n'a pas marché. C'est dommage pour l'argent, on aurait pu faire vivre énormément de gens avec ça, quoi qu'il en soit. Donc jusqu'à aujourd'hui, aucun scientifique n'a réussi à créer ne serait-ce qu'une seule cellule vivante. On a réussi à faire toutes sortes de choses, à inventer toutes sortes de choses qui sont mortes, qui sont très utiles, etc., mais qui sont mortes, rien qui ne ressemble à quelque chose qui est vivant. Et bien entendu, même si on pourrait expliquer, il n'y a pas d'explication à cela, même si on pourrait expliquer cela, on n'aura toujours pas d'explication comment ces choses vivantes ont commencé à se reproduire pour qu'il y ait ces mutations-là et ces changements-là et ces nouvelles spécificités. Il faut que ça se reproduise. Qui c'est qui a décidé que ça se reproduit? Une intelligence interne. Tous ces mots-là, c'est des mots mâchés pour dire Dieu sans vouloir dire Dieu. D'accord? On appellera ça la mère nature, on appellera ça une intelligence interne. Quoi qu'il en soit, on sera obligé à un moment ou un autre de rentrer le mot intelligence, c'est-à-dire volonté et intention. Et donc, bien entendu, on ne voudra pas dire le mot Dieu, alors on dira toutes sortes de mots, d'autres mots, pour expliquer comment ça se passe. Passons maintenant sur les preuves. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que nous voyons dans des mutations. La quasi-majorité des mutations que nous voyons aujourd'hui, elles sont destructrices. Et en général, puisque, comme nous le croyons en tout cas, Dieu a créé le monde parfait, et donc automatiquement quand il y a des changements, en général, ça casse la perfection. Et donc, si vous rentrez dans un hôpital et vous demandez à voir des mutants, des gens ou des enfants ou des bébés qui ont passé des mutations, en général, ça se passe très très mal, ça se termine très très mal. Ce sont très rares des mutations qui sont positives et encore plus rares des mutations qui arrivent à créer quelque chose de nouveau. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut faire une variante, c'est-à-dire on peut faire un changement dans la couleur de l'œil par exemple, mais on ne pourra pas créer quelque chose de nouveau. On n'a jamais vu une mutation qui crée d'un homme quelque chose d'autre. Dans les centaines d'années qui sont passées, on a seulement vu des mutations qui ont créé des mutants, des gens qui sont déformés avec toutes sortes de déformations. Et encore une fois, ce sont seulement des déformations qui sont dans tel ou tel organe, mais qui jamais nous n'avons vu une nouvelle sorte apparaître avec telle ou telle mutation. Le professeur Mayer de Harvard, il a un livre qui s'appelle Species and Evolution, les espèces et l'évolution. Il écrit, page 253, que de croire, je traduis directement, de croire qu'une mutation drastique puisse créer une sorte d'espèce qui pourra vivre par elle-même, c'est comme croire au miracle. D'un point de vue scientifique, d'accord, comme ça, professeur Mayer de Harvard pense et écrit, d'accord, de penser qu'une mutation puisse faire une nouvelle sorte d'espèce par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde des mutations, alors c'est tout à fait impensable. C'est exactement de penser que ça se crée par un miracle ou de penser que ça se crée par une mutation, c'est exactement la même chose. Les vestiges d'organes, comme on l'a insinué juste avant, tous ceux qui ont étudié un minimum d'anatomie ou de médecine ou de biologie savent que tous les vestiges d'organes, aujourd'hui, ils servent à quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, on a une membrane dans l'œil qui fait que on ferme l'œil tout le temps. Les paupières se ferment. C'est une membrane. À première vue, elle sert strictement à rien. Aujourd'hui, nous savons bien entendu que cette membrane, elle protège l'œil et elle fait que on a de la fluidité, des lubrifiants dans l'œil qui permettent à l'œil de continuer à voir toujours limpidement. Nous savons très bien que l'appendicite, par exemple,
ça sauve d'infection, c'est vrai qu'on peut vivre sans. On appelle ça la poubelle de notre corps, d'accord? Parce que là-bas, toutes sortes de choses néfastes arrivent et on peut, des fois elle explose, c'est-à-dire que des fois, et alors on a ce qui s'appelle l'appendicite et on fait l'opération et on enlève cet appendicite. On peut vivre sans, oui, mais c'est clair que ça sert à quelque chose. Le coccyx, le thymus, etc., c'est toutes sortes de choses qui aident à le fait qu'un homme peut grandir, etc. Donc, nous savons aujourd'hui qu'il n'y a strictement aucun organe qui est un vestige, qui ne sert à rien. Et donc nous voyons que cette preuve-là, comme les autres preuves, elle tombe, elle aussi, puisque tout, nous voyons qu'il y a une intention, ça sert à quelque chose, c'est quelque chose qui est fait intentionnellement et qui rentre dans l'harmonie de toutes les parties du corps, et donc cette preuve aussi elle tombe. Si nous parlons de Issardut HaChazak, c'est-à-dire que le plus fort, c'est-à-dire que les choses qui sont fortes et qui sont bonnes, alors elles sont gardées et les autres elles ne sont pas gardées. Je vous rappelle qu'un singe, d'accord, il est beaucoup plus fort qu'un homme. Il n'a pas besoin d'habits. Il a des poils qui le protègent, etc., etc., etc. Donc, si nous parlons de théorie de les spécificités fortes et positives sont gardées, toutes les spécificités du singe auraient dû être gardées et ne pas passer à l'homme qui s'est développé en fait et qui est en fait descendu de niveau. Puisque n'importe quel animal vit, l'homme a besoin d'énormément de choses pour survivre. Pour manger, pour boire, pour s'habiller, pour se protéger. Et il est tout à fait très 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 faible. N'importe quel animal est beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant que l'homme. Or, d'après cette théorie-là, l'homme n'aurait jamais dû se développer des animaux, mais l'inverse. Si déjà. D'accord ? Maintenant, je ne vais pas pouvoir vous montrer ce qui a été trouvé par rapport aux fossiles, mais un jour peut-être je vous montrerai des photos de ce qui a été trouvé. Et les fossiles des dinosaures et des êtres humains, tout le monde connaît Lucie, la femme préhistorique qui est en fait le squelette le plus complet qu'on a trouvé jusqu'à aujourd'hui de l'homme préhistorique. Celui qui connaît la photo de ce squelette-là sait qu'il n'y a pratiquement rien de ce squelette, c'est-à-dire il y a des petits débris, des petits bouts de squelette, pratiquement rien, d'accord ? Et celui qui cherchera les reconstitutions de Lucie verra dans chaque livre de science, dans chaque musée de science, une reconstitution tout à fait complètement différente. Pourquoi ? Puisqu'on n'a strictement aucune possibilité par rapport à ce qui était trouvé de savoir à quoi ça ressemblait. Alors bien entendu, à Tzad HaShaveh, ce qui revient dans tous les livres d'histoire et de science et dans tous les musées, c'est qu'on a des poils. Cette Lucie, elle a des poils. Elle ressemble un peu à un singe. Mais la forme de son corps, elle est un peu courbée, bien entendu. Bien qu'il y a des scientifiques qui disent que on a trouvé des traces d'arthrose dans ce squelette, et donc elle était courbée, pas parce que c'était un homme préhistorique, mais parce qu'elle était malade. Quoi qu'il en soit, dans les reconstitutions, strictement aucun rapport, ni la forme du crâne, ni la forme de la tête, ni la forme des yeux, ni la forme du corps, rien. Des dizaines et des dizaines de reconstitutions, pour la simple et bonne raison que tout ça, c'est le fruit de l'imagination du scientifique qui reconstitue ce qu'il a trouvé. Or, comme on n'a strictement rien trouvé, on a trouvé des petits débris. Cherchez Lucie sur le net, vous trouverez tout de suite son squelette et vous verrez qu'il n'y a strictement rien. D'accord ? Et ça, c'est le squelette le plus
complet. D'accord? De la même manière avec les dinosaures, j'ai un PowerPoint entier sur ce qui a été trouvé et sur ce qui a été reconstitué. Exactement de la même manière, c'est toutes sortes de choses qui ne sont improuvables, tout à fait improuvables. Maintenant, en 1987, à Harvard, il y a eu un grand kennes, une grande réunion de tous les prix Nobel, pas tous, mais énormément de prix Nobel de sciences, etc., qui se sont assemblés et la majorité des scientifiques là-bas ont appelé la théorie de l'évolution une religion et eux se disaient croyants. C'est-à-dire que, par exemple, Albert Einstein qui écrit que n'importe quel scientifique qui aurait un minimum, un soupçon d'intellect dans son âme ne peut pas ne pas être ébloui par l'harmonie et par la perfection de cette création et de se prosterner devant la grandeur du Créateur. Comme ça écrit Albert Einstein. Et la quasi-majorité des scientifiques là-bas à Harvard ont été unanimes pour dire qu'ils sont croyants et que tout celui qui étudie et qui approfondit les sciences ne peut pas ne pas voir une création, ne peut pas ne pas voir une perfection, une intention, quelque chose qui a été pas au hasard. Et de plus, réfléchissons une seconde. Si ce monde-là a été fait par hasard, tout a été fait par hasard. On a découvert jusqu'à aujourd'hui des milliards de planètes. Des milliards. On envoie des satellites pour des centaines de milliards de dollars tout le temps pour explorer l'univers. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a découvert aucun endroit dans le monde, aucune planète dans le monde où on a trouvé ne serait-ce un millième ou un millionième ou un milliardième d'évolution de quelque chose. Puisque l'évolution c'est quelque chose de tout à fait hasardeux, alors on aurait dû trouver dans chaque planète toutes sortes d'évolutions, toutes sortes de créations entre guillemets, toutes sortes de créatures bizarres, tordues, qui ont évolué comme ça ou comme ça. Rien. Non seulement, c'est pas qu'on a trouvé des créations moins développées que nous, on a strictement rien trouvé, à part des gouttes d'eau par-ci par-là, et rien. Du sable et des rochers. Donc, c'est tout à fait impensable que sur des centaines de milliards de planètes qu'on a découvert, nous savons qu'il y a une infinité de planètes, mais ce que nous avons découvert et nous sommes arrivés là-bas, comment c'est possible qu'on n'a rien trouvé? Rien. Il n'y a que chez nous que ça a évolué, et pas seulement que ça a évolué, mais tout a évolué. Les minéraux, les végétaux, les animaux, l'homme, tout a évolué, tout est devenu parfait, tout est devenu une harmonie extraordinaire, et des milliards et des milliards de processus qui se sont faits seulement ici dans cette planète, toutes les autres planètes, rien ne s'est passé. Comment c'est possible? Et donc, on a pas mal de trous dans cette théorie de l'évolution, et il faut savoir qu'au bac français, à mon époque en tout cas c'était comme ça, il y a 3 questions au bac, mais quelque chose d'assez intéressant. Les 2 premières questions, elles sont de tout le livre. La dernière question est toujours sur l'évolution. C'est-à-dire qu'à mon époque, on prenait les annales, tu regardes les dizaines d'années, les dernières d'années, tous les bacs. Les 2 premières questions, c'est sur tous les chapitres. La dernière question, c'est sur l'évolution. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix, tu es obligé de la prendre. Tu ne peux pas prendre de risques. Sur les autres, tu peux prendre des risques. Tu dis, je vais étudier une partie, et maximum, j'ai le choix, donc je vais m'arranger. Mais l'évolution n'a pas le choix. Tu es obligé de répondre à cette question. C'est-à-dire qu'on veut t'obliger
à accepter cette théorie comme la seule théorie. Et tu peux pas dire je veux pas étudier, tu es obligé. La suite de la science et de la biologie, qui est tout à fait parfaite et exacte, ça tu peux tu peux sauter et te baser sur le hasard. Mais l'évolution, tu es obligé. Tu dois le savoir, tu dois l'apprendre, tu dois le connaître. Amad'an Arashi chez le Misrad Achinour, c'est-à-dire que du ministère de l'Éducation, le scientifique, je sais pas comment on dit ça, Amad'an Arashi, le Kitsour, le plus grand scientifique du ministère de l'Éducation, il a écrit un article pour expliquer qu'il s'est fait renvoyer. Il s'est fait renvoyer, je ne peux pas en Israël, pas en France, du ministère de l'Éducation. Pourquoi il a été renvoyé? Parce que il a osé poser la question, pourquoi dans les écoles laïques en Israël, on enseigne la théorie de l'évolution comme si c'était la seule théorie qui existait. Il a dit on peut enseigner la théorie de la création. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est pas une théorie moins que l'autre théorie. Ça c'est une théorie, et ça c'est une théorie. Là il y a des trous, là il y a des trous. Là il y a des questions, là il y a des questions. Alors pourquoi on enseigne seulement cette théorie comme si c'était Torah Misinaï et que c'est la vérité la plus parfaite? Et il dit, je me suis fait renvoyer à cause de ça parce que j'ai osé poser cette question. Et en Israël, on veut obliger les enfants à croire et à apprendre. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Torah. Il n'y a rien. Le monde, il a explosé. Et après, c'est l'évolution. Et tu dois rien à personne et tu fais ce que tu veux. Et donc, pour pas être ennuyé et embêté par toutes sortes de théories religieuses, alors on t'oblige à apprendre cette théorie pour que ça, et comme c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est rentré dans l'inconscient des gens, que c'est clair que c'est comme ça que le monde a été créé. Il n'y a pas d'autre, c'est même pas une théorie, c'est comme ça que ça s'est passé. Pose la question aux gens, qu'est-ce que tu sais, comment ça s'est passé, etc. C'est quoi les preuves ou la réfutation des preuves, ils n'ont strictement aucune idée, mais on accepte. Or, dans toute théorie, quand est-ce qu'on aura tendance à accepter plus ou moins une théorie ou une autre théorie? Tout simplement, là où il y a moins de points d'interrogation. C'est-à-dire que si on a des théories scientifiques et qui expliquent pas mal de choses, alors on accepte. Si on a des questions et qu'on a une théorie qui explique, où il y a moins de questions, on acceptera l'autre théorie. Et après on a encore des questions, il y aura une théorie qui explique et qu'il y aura encore moins de questions, que ça répond encore plus de questions, de réponses, alors bien entendu on va accepter cette théorie. Or, dans la théorie d'évolution, il y a des centaines de points d'interrogation qui n'ont pas de réponse. Dans la théorie de la création, entre guillemets, on a une seule question. Est-ce que Dieu existe ou pas? Si oui et qu'il a créé, tout est parfait. Tout est compréhensible, tout est plausible, tout est expliqué, il n'y a plus aucune question. C'est une théorie, entre guillemets. Dieu existe ou n'existe pas, une théorie. Mais c'est une théorie avec une seule question. Tu réponds à cette question, tu as la réponse à toutes les autres questions. Non. On préfère accepter une autre théorie. Il n'y a pas de Dieu. C'est une théorie, tu ne sais pas s'il n'y a pas ou il y a. D'accord? Mais non, il n'y a pas de Dieu. Mais j'ai une meilleure théorie. Mais cette théorie, elle a des centaines de points d'interrogation et pourtant, on l'accepte. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme on l'a expliqué au début de ce cours-là, l'évolution aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un substitut de la religion pour permettre aux gens d'avoir dans leur inconscient qu'ils ne doivent rien à personne et qu'ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, comment ils veulent, puisqu'il n'y a pas de Dieu, pas de Torah, pas de mitzvot, pas de préceptes, rien à garder, et tout est dû au hasard. Et donc, prends plaisir de ce monde-là, puisque il n'y a que ça. À la fin, il ne reste plus rien. Qu'est-ce que la religion parle de ça? Qu'est-ce que la religion pense de cela? Tout ça, et bien plus que cela, Bezrat Hashem, le prochain cours, on va parler des dinosaures, et on va parler des squelettes, et on va parler de ce que dit la religion.
des différentes réponses qu'il y a dans la religion, mais essentiellement des réponses qu'il n'y a pas dans la religion par rapport à la théorie de l'évolution, et on va expliquer pourquoi c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on a fait un peu un récapitulatif de la théorie. Si on avait la possibilité, je vous aurais montré un film de 20 minutes qui est en fait un récapitulatif de... il y a eu dans la chaîne de la science en Israël, il y a des dizaines d'années de cela, toutes sortes de conférences où on posait des questions aux scientifiques, et 99% des questions qui ont été posées à ces scientifiques par rapport à la théorie de l'évolution, ils disaient on n'a pas de réponse, on n'a aucune idée, nous croyons anachnu ma'aminim, comme ça ils disent en hébreu, anachnu ma'aminim, on croit, d'accord, et que par exemple ce scientifique il a eu une théorie nouvelle pour expliquer une réponse à telle ou telle question sur la théorie de l'évolution, et il y a eu pas mal de chassidim qui se sont ramenés à cette théorie. Donc il y a des chassidim, il y a de la émouna, c'est beau, c'est magnifique, quoi qu'il en soit, tout reste avec des points d'interrogation, et donc cette théorie n'est rien qu'une théorie, et nous verrons Bezrat Hashem la semaine prochaine qu'est-ce que la Torah a à dire par rapport à ce sujet. S'il y a des questions, Bessimcha. Ok, tout est parfait, Baruch Hashem. Je vois que tout a été compris. Shiye bsorot tovot et arbe hatzlacha lekulam.